Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman Lévy, présentent Les disparus de la lagune de Donna Leone, interprété par Renaud Bertin Cordoliani. Après les politesses d'usage, l'entretien se poursuivit pendant une demi-heure encore. Brunetti commençait à se sentir oppressé. L'homme assis en face de lui, un avocat de 42 ans, fils d'un des notaires les plus connus et donc les plus puissants de Venise, avait été convoqué à la questure ce matin-là, à la suite de la déposition de 2 témoins, l'ayant vu proposer des cachets à une jeune fille lors d'une soirée privée organisée l'avant-veille dans une villa. Ils déclarèrent aussi que la victime les avait avalés avec un verre de jus d'orange qui lui avait également été servi par le suspect. Elle s'était évanouie peu de temps après et avait été amenée aux urgences de l'Ospedale Civile où les médecins avaient réservé leur pronostic. Antonio Ruggeri arriva à 10 heures précises et sans avocat, affichant ainsi sa confiance absolue dans la compétence et l'honnêteté de la police. Il ne se plaignit pas non plus de la chaleur régnant dans la pièce percée d'une seule fenêtre, même si ses yeux s'arrêtèrent un moment sur le ventilateur qui, installé dans un des angles, luttait de son mieux, mais en vain, contre l'humidité étouffante de ce mois de juillet, le plus chaud de mémoire d'homme. Brunetti s'excusa en expliquant que cette longue vague de chaleur avait forcé la questure à répartir son faible approvisionnement en électricité entre les climatiseurs et les ordinateurs et qu'elle avait décidé de privilégier ces derniers. Beau joueur, Ruggeri répondit simplement qu'il enlèverait sa veste s'il y était autorisé. Brunetti, qui garda la sienne, commença par préciser qu'il ne s'agissait là que d'une conversation informelle, censée fournir à la police davantage d'informations concernant les faits évoqués. Il était évident aux yeux de Ruggeri que malgré sa tentative maladroite pour n'en rien montrer, le commissaire admirait la stature de sa famille ainsi que le cercle fort célèbre en ville de leurs clients et de leurs amis, sans oublier la richesse et l'aisance dont Ruggeri lui-même jouissait de façon bien légitime. L'avocat adopta rapidement une attitude plutôt condescendante envers son interlocuteur, pourtant plus âgé. Quant au jeune homme assis à côté de Brunetti, parce qu'il était en uniforme, Ruggeri l'ignora, non sans s'assurer de temps en temps qu'il réagissait de manière appropriée au discours de ses aînés et supérieurs. Comme l'officier semblait insensible à la fausse modestie de l'avocat, celui-ci cessa de parler aux 2 hommes pour ne s'adresser qu'à Brunetti. « Comme je vous le disais, commissaire, reprit Ruggeri, c'était une fête pour l'anniversaire d'un ami d'enfance. Connaissiez-vous les invités ? Demanda Brunetti. « Pratiquement tout le monde. Nous nous sommes pour la plupart rencontrés à l'école. » Et la jeune fille, s'enquit Brunetti, feignant la confusion. « Elle a dû accompagner l'un des invités. Je ne vois pas sinon comment elle aurait pu entrer. » Puis, pour montrer à Brunetti comment ses amis et lui défendaient leur cercle intime, il spécifia. « L'un d'entre nous jette toujours un coup d'œil à l'entrée pour voir qui vient, juste au cas où. » « Effectivement, dit Brunetti en hochant la tête, c'est toujours mieux. » Puis il se pencha en avant pour rapprocher un peu le micro de l'avocat. « Savez-vous qui était la personne qui l'accompagnait ?» Ruggeri mit un moment à répondre. « Non, je ne l'ai vu parler à personne de ma connaissance. » « Comment en êtes-vous venu à lui adresser la parole ? » « Oh, vous savez comment ça se passe. Avec tous ces gens qui dansent ou qui discutent, j'étais seul en train de regarder les danseurs quand elle est apparue à mes côtés et m'a demandé comment je m'appelais. »« L'aviez-vous déjà vue ?» s'informa Brunetti d'un ton précautionneux. « Non, » rétorqua Ruggeri catégorique, « et elle m'a tutoyé d'emblée. »
Brunetti secoua la tête en signe de désapprobation. « De quoi avez-vous parlé ?»« Elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas grand monde et qu'elle ne savait pas où trouver à boire. Alors je lui ai proposé d'aller lui chercher un verre, comme tout homme galant qui se respecte, non ?» Brunetti gardait le silence. Ruggeri enchaîna précipitamment. Je trouvais indélicat de lui demander pourquoi elle ne connaissait personne, mais la question m'a traversé l'esprit. « Bien sûr », approuva Brunetti, comme si ce genre de situation lui était familier. Il afficha son air le plus concentré et attendit. Elle voulait une vodka orange, et je lui ai demandé si elle avait l'âge d'en boire. Brunetti sourit. Et qu'a-t-elle dit ? Qu'elle avait 18 ans et que si j'en doutais, elle trouverait quelqu'un d'autre disposé à la croire. Imitant une expression qu'il avait souvent vue sur le visage de sa grand-mère maternelle, Anna, Brunetti pinça les lèvres en une petite moue contrariée. Près de lui, Puccetti s'agita sur sa chaise. « Ce n'est pas bien poli comme réponse, » observa Brunetti sagement. Ruggeri passa la main dans ses cheveux foncés et haussa les épaules en un geste de lassitude. Les jeunes d'aujourd'hui sont ainsi, malheureusement. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'âge de voter et de boire qu'ils savent se comporter en société. Brunetti trouva intéressant que Ruggeri souligne de nouveau l'âge de la jeune fille. « Maître, » commença-t-il, faisant mine de prendre la parole à contre-cœur, « la raison pour laquelle je vous ai fait venir est que l'on dit que vous lui avez donné des cachets. »« Pardon ?» fit Ruggeri, étonné, avant de se fendre d'un sourire entendu. « On dit beaucoup de choses sur moi. » Brunetti lui sourit nerveusement en retour et continua. « La jeune fille, je suis sûr que vous l'avez lu, a été emmenée à l'hôpital. Les carabinieri ont interrogé un certain nombre de personnes et on leur a dit que vous aviez parlé avec une fille portant une robe verte. »« Qui a prétendu cela ?» demanda Ruggeri d'une voix perçante. Brunetti leva les deux mains en un aveu éloquent de faiblesse. « Hélas, je n'ai pas la liberté de vous le dire, maître. Les gens sont donc libres de mentir à mon sujet et je ne peux même pas me défendre contre eux. Je suis sûr que cette heure viendra, signore, déclara Brunetti en laissant le soin à l'avocat de réfléchir à cette perspective. Qu'ont-ils dit d'autre ? Brunetti remua sur sa chaise et croisa les jambes. « Je ne suis pas libre de le dire non plus, signore. » Ruggeri détourna le regard et observa le mur comme si quelqu'un pouvait se cacher derrière. « J'espère qu'ils ont dit quelque chose sur la fille. Comme quoi, par exemple ? » « La façon dont elle m'a mis le grappin dessus, » rétorqua Ruggeri, en colère. C'était la première fois qu'il cédait à l'émotion depuis son arrivée. Eh bien, quelqu'un a dit que son comportement était, plutôt osé, affirma Brunetti en butant sur le mot. « C'est un euphémisme. Elle s'est collée à moi après que je lui ai apporté son verre. Puis elle a commencé à bouger au rythme de la musique, contre ma jambe. Elle a placé son verre rempli de glaçons entre ses seins qui pointaient sous sa robe. » Ruggeri s'indignait de ce comportement éhonté de la jeunesse. « Je vois, fit Brunetti, qui sentait la tension monter chez son subalterne assis à ses côtés. Puccetti avait interrogé, peu de temps auparavant, un jeune homme accusé de violence à l'encontre de sa petite amie, mais avait produit en bon professionnel un rapport tout à fait objectif. « Que vous a-t-elle dit, signore ?» Ruggeri prit cette question en considération, hésita, puis se lança. « Elle m'a dit que je l'excitais. » Il marqua une pause pour laisser les deux hommes s'imprégner de ses propos. Puis elle m'a demandé s'il y avait un endroit où nous pourrions être seuls. « Oh mon Dieu !» s'exclama Brunetti, en proie à l'étonnement. « Que lui avez-vous répondu ?»« Que ça ne m'intéressait pas. C'est ce que je lui ai dit, je n'aime pas quand c'est si facile. » Voyant le hochement approbateur de Brunetti, l'avocat continua. « Et quoi qu'on vous dise, j'ignore tout de ses cachets. » « Est-ce que la fille à qui vous parliez portait une robe verte ?» L'avocat esquissa un sourire espiègle. «
C'est possible, mais je regardais surtout son décolleté, pas sa robe. Brunetti sentit venir la réaction de Puccetti. Pour couvrir la lente inspiration du jeune homme, il plaqua sa main sur sa bouche sans parvenir à étouffer un gloussement complice. Le sourire de Ruggeri s'élargit et, peut-être encouragé par cette attitude, il conclut. « Je suppose que j'aurais dû l'amener quelque part et me la faire, mais ça n'en valait guère la peine. Joli nichon, mais aucun neurone. » Brunetti et Puccetti avaient appris 1 heure plus tôt que la jeune fille venait de mourir à l'hôpital. La cause directe de sa mort était une crise d'asthme, mais la présence d'ecstasy dans son sang n'avait rien arrangé. Brunetti entendit l'âpre grincement de la chaise de Puccetti contre le sol en ciment de la salle d'interrogatoire. Du coin de l'œil gauche, il le vit qui s'apprêtait à se lever. Le cœur de Brunetti fut saisi de crainte à l'idée des conséquences de ce geste. Il leva brusquement son bras gauche et émit un grognement sourd qui se métamorphosa en une plainte lancinante allant crescendo comme sous l'effet de la douleur. Il chancela en haletant et en poussant des gémissements torturés. Les 2 autres, en proie au choc, se figèrent, les yeux fixés sur lui. Brunetti pivota sur la gauche, tout son corps entraîné par ce mouvement, et s'écroula sur Puccetti. Son bras finit par s'écraser sur l'épaule du jeune officier qui se leva de sa chaise. Par réflexe, sans doute, Brunetti saisit le col de Puccetti et le tira d'un coup sec vers lui. Puccetti posa immédiatement sa main gauche à plat sur le bureau, le bras tendu, le coude bloqué, afin d'amortir la chute de Brunetti qui tombait de tout son poids. Il se tourna et entoura la poitrine du commissaire de ses 2 bras, le soutint fermement et le laissa glisser progressivement vers le sol, luttant contre la panique. Puccetti hurla à Ruggeri « Allez chercher de l'aide !» Penché au-dessus de Brunetti, son cœur battant la chamade, il vit les jambes de l'avocat de l'autre côté du bureau, toujours immobiles. « Mais il n'a... » commença à dire Ruggeri. Puccetti lui coupa la parole et lui cria de nouveau « Allez chercher de l'aide !» Les jambes bougèrent, la porte s'ouvrit et se referma. Puccetti était penché au-dessus de son supérieur, désormais allongé sur le dos, et qui respirait normalement. « Commissaire, m'entendez-vous? Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé ?» Brunetti ouvrit les yeux et les plongea dans ceux de Puccetti. « Allez-vous bien, commissaire ?» s'inquiéta ce dernier en s'efforçant de retrouver son calme. D'une voix tout à fait normale, comme s'il évoquait une simple question de procédure, Brunetti demanda « Sais-tu ce qu'il serait advenu de ta carrière si tu t'en étais pris à lui ?» Puccetti s'écarta du commissaire. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. « Tu allais le saisir au collet, n'est-ce pas ?» insista Brunetti, sans chercher à tempérer son reproche. Puccetti était sans voix, les yeux encore rivés sur Brunetti, qui avait retrouvé tout son calme. Il cherchait ses mots. « La fille est morte et voilà ce qu'il ose dire » finit-il par bafouiller. « Ça ne se fait pas, c'est indécent. Quelqu'un devait lui fermer le clapet. »« Mais pas toi, Puccetti » rétorqua Brunetti d'un ton incisif en se hissant sur ses coudes. « Tu n'es pas là pour lui enseigner les bonnes manières. Ton rôle, c'est de le traiter avec respect parce que c'est un citoyen et qu'il n'a pas été accusé formellement d'un crime. » Il réfléchit un instant et rectifia. « Et même s'il l'avait été. » Puccetti avait le visage crispé. Brunetti ne savait pas si c'était par dépit ou par gêne et n'y prêta aucune importance. « Comprends-tu cela, Puccetti ?»« Oui, signore, » affirma le jeune homme en se levant. « Pas si vite !» Brunetti l'arrêta, il avait entendu des éclats de voix. Face à la confusion de l'officier, il ajouta « Tu as entendu ce qu'il a dit en partant, n'est-ce pas ?»« Non, signore. Il pense que je n'ai rien. » Les voix se rapprochaient. « Penche-toi de nouveau sur moi, mets tes mains sur ma poitrine et fais-moi un massage cardiaque au nom du ciel. » Le visage vide et l'air perdu, Puccetti s'exécuta et s'agenouilla près de Brunetti, qui s'était recouché, les yeux fermés. Puccetti posa ses 2 paumes sur la poitrine du commissaire et commença son massage en comptant les secondes à voix basse.
Il est là !» déclara Ruggeri dans le couloir. Brunetti entr'ouvrit les yeux et vit 2 paires de jambes en uniforme gagner la porte, suivies de près par le pantalon gris foncé du costume de Ruggeri. « Que se passe-t-il » C'était la voix du lieutenant Scarpa. Puccetti suspendit son décompte, mais non pas sa pression régulière, et expliqua. « Je pense que c'est le cœur, mon lieutenant. » Puis il se remit à scander les secondes. « Une ambulance arrive !» déclara Scarpa. Brunetti vit les autres jambes en uniforme s'agiter, et le lieutenant ordonna. « Descendez la tendre et faites-les monter ici. » Les jambes pivotèrent et quittèrent la pièce. « Que s'est-il passé ?» demanda Scarpa. « J'ai cru qu'il allait m'attaquer, » commença Ruggeri. « Puis il s'est levé et il s'est affaissé contre lui. » Espérant que cette confusion entre les pronoms suffise à décontenancer le lieutenant, Brunetti ferma les yeux et commença à halter en rythme avec la pression des mains de Puccetti. Le commissaire entendit Scarpa se déplacer dans la pièce, puis s'approcher. A-t-il des antécédents médicaux ? Je l'ignore, mon lieutenant. Vianello doit le savoir. Après un long silence, Scarpa proposa. Voulez-vous que je prenne le relais ? Brunetti était ravi d'avoir les yeux fermés et continua à halter. Non, signore, j'ai pris le rythme. D'accord. Il entendit le ululement typique de la sirène de l'ambulance et le sentit s'insinuer dans sa conscience. Mon Dieu, qu'avait-il fait là ? Il avait espéré distraire momentanément Puccetti pour l'empêcher d'agresser cet homme, mais la situation avait complètement échappé à son contrôle et, à présent, il était là, allongé au sol, avec Puccetti en train de simuler un massage cardiaque et le lieutenant Scarpa prêt à lui offrir son aide. Irait-il chercher Vianello ou essaierait-il d'appeler Paola ? Elle dormait encore quand il était parti ce matin-là, il ne s'était donc pas parlé. Il avait agi spontanément pour sauver Puccetti, mais sans mesurer les conséquences de ses actes. Il pouvait expliquer cette erreur par le fait qu'il n'avait pas dormi la veille, ou trop, qu'il avait mangé ou sauté des repas, bu trop de café ou pas assez. Mais il était allé trop loin en s'écroulant sur Puccetti, et voilà où ils en étaient avec en prime l'équipe de l'ambulance. Des pas, des bruits, plus de Puccetti, des mains différentes, un masque sur le nez et la bouche, des mains sous ses chevilles et ses épaules, un brancard, une ambulance, le gyrophare, le mouvement apaisant de l'eau qui monte et qui descend, le lent amarrage vers le quai, l'affairement inutile, le passage sur une surface plus dure, le son des roulettes sur le sol en marbre de l'hôpital. Il entr'ouvrit les yeux et aperçut les portes automatiques ainsi que l'énorme croix rouge des urgences. Une fois à l'intérieur, on le mena rapidement au-delà de la réception et on le parqua le long d'un couloir. Au bout d'un moment, il entendit des pas venir vers lui. Quelqu'un glissa un oreiller sous sa tête pendant qu'une autre personne lui passa quelque chose autour du poignet. On posa une couverture sur lui que l'on remonta jusqu'à sa taille, puis les pas s'éloignèrent. Brunetti resta allongé de longues minutes, les paupières serrées. Puis il se dit qu'il devait trouver une manière de mettre fin à ce manège. Il ne pouvait pas bondir sur ses pieds et jouer les lazars, ni pousser la couverture sur le côté et descendre du lit en proclamant qu'il devait retourner travailler. Il resta donc couché tranquillement et attendit. Il sombra dans un état proche du sommeil et fut réveillé par un mouvement. Il ouvrit les yeux et vit qu'il était dans une petite salle d'examen avec une infirmière qui abaissait les barrières de son lit roulant. Avant même qu'il ait pu lui poser la moindre question, elle avait disparu. Presque tout de suite après, une femme en blouse blanche entra dans la pièce et s'approcha de son lit en silence. Leurs regards se croisèrent et elle fit un signe d'assentiment. Il remarqua qu'elle tenait une chemise en plastique. Elle tendit sa main et toucha la sienne, la retourna et lui prit le pouls. Après avoir jeté un coup d'œil à sa montre, elle nota quelque chose dans son dossier, puis écarta sa paupière inférieure, toujours sans un mot. Il regardait droit devant lui.
Pouvez-vous m'entendre ? Demanda-t-elle. Brunetti songea qu'il était plus sage de hocher la tête que de parler. Avez-vous mal quelque part ? Il leva les yeux sur la femme et vit son badge, sans réussir à déchiffrer son nom. Un peu, murmura-t-il. Elle avait environ son âge, les cheveux noirs, la peau sèche et le regard fatigué et méfiant. « Où ? Au bras !» expliqua-t-il, se souvenant vaguement qu'un des symptômes de l'infarctus était une douleur dans l'un des bras, le gauche, lui semblait-il. La femme en prit note. Au bout d'un moment, elle s'écarta de lui et inséra le dossier dans un classeur en plastique transparent attaché au bord supérieur de son lit. « Pouvez-vous me dire ce qui m'est arrivé, dottoressa ?» s'enquit-il, imaginant que c'était le genre de question que poserait toute personne transportée à l'hôpital. Elle se tourna vers lui et il aperçut son nom, dottoressa Sanmartini. Son expression était si neutre que Brunetti se demanda si elle avait conscience de parler à un être humain. « Vos signes vitaux, commença-t-elle en pointant du doigt le dossier suspendu à son lit, offrent une vaste gamme d'interprétations. » Puis elle ajouta, comme si elle le remarquait pour la première fois, « Quel métier exercez-vous ? » ?»« Je suis commissaire de police, » répondit-il. « Ah » laissa-t-elle échapper. Elle récupéra le dossier, le rouvrit et écrivit quelque chose sur la page de garde. « Je me sens mieux, je crois, » dit Brunetti nerveusement, jugeant qu'il était temps de mettre un terme à cette comédie et de sortir. « Nous avons encore quelques examens à faire, » le coupa-t-elle brusquement. « Ne vous inquiétez pas, signor. » Elle jeta un coup d'œil à sa fiche. « Brunetti, nous allons vérifier certains éléments pour être certains de comprendre ce qu'il vous arrive. »« Je pense qu'il ne m'arrive rien, » dit-il calmement, espérant que son assurance suffirait à la convaincre. « C'est à nous qu'il appartient d'en décider, signore, » répliqua-t-elle avec amabilité, et Brunetti sut qu'il allait devoir payer le prix de son impétuosité. Il ferma les yeux, résigné. Il avait lancé la machine, désormais il n'avait pas d'autre choix que de jouer le jeu jusqu'à la fin. D'un ton soudainement sec et professionnel, elle poursuivit. « Nous allons procéder à un prélèvement sanguin et à une batterie de tests. Je voudrais écarter certaines hypothèses. » Il hésita à lui demander lesquelles, mais songea qu'il était plus sage de n'émettre aucune opposition. « Bien, » se contenta-t-il de dire. D'autres pas approchèrent. Une voix d'homme énonça « Elena m'a dit de venir, dottore. » Brunetti regarda en direction du nouveau venu et découvrit une armoire à glace à la barbe blanche portant un petit plateau en métal. L'homme le posa sur la table de nuit, remonta la manche gauche de Brunetti et noua un morceau de caoutchouc autour de la partie supérieure de son bras. Il prit une seringue sur le plateau et la sortit de son emballage en plastique. Dans son immense main, la seringue semblait toute petite et de ce fait peut-être plus menaçante encore. D'un air impassible, il annonça « Je vais tout faire pour que vous ne sentiez rien, signore. » Brunetti ferma les yeux. Il sentit la main de l'homme sur son poignet, puis la touche légère de l'aiguille froide à l'intérieur de sa chair, puis plus rien du tout, alors qu'il s'attendait à ce qu'il se produise quelque chose. Il était conscient de la pression et entendit quelques cliquetis. Un frôlement soudain sur son bras lui fit ouvrir les yeux et il vit l'homme défaire le bout de caoutchouc. Sur le plateau se trouvait un présentoir avec 3 tubes en verre remplis de sang. Le médecin posa une feuille de papier dessus et ordonna « Tout ceci, Théo, et je voudrais qu'il s'occupe des enzymes immédiatement. »« Bien sûr, dottore. » Théo partit avec le plateau. Brunetti entendit ses pas disparaître le long du couloir. « Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait, bon sang ?»« J'aimerais appeler ma femme, » dit-il. « Je suis désolé, mais les portables ne fonctionnent pas dans les salles d'examen. Il n'y a pas de réseau. » Brunetti saisit le bord du drap de sa main fraîchement libérée et commença à le repousser. « Pas si vite, signore, » dit la dottoressa Sanmartini. « Nous avons encore besoin d'un électrocardiogramme. Vous pourrez l'appeler après. »
Un infirmier ou une infirmière vous emmènera dans une pièce où vous pourrez passer votre coup de fil. » Comme par magie, une infirmière arriva à ce moment-là et se plaça au pied du lit. Le médecin se tint à l'écart, le temps que l'infirmière sorte Brunetti de la salle d'examen. Elle lui fit traverser l'ample vestibule situé en face du pronto soccorso, puis le mena directement aux urgences cardiologiques. Mais une fois à l'intérieur de ce service, le rythme ralentit. À cause d'une erreur de planning, il dut attendre que 3 personnes soient examinées avant lui. À présent que Paola avait réintégré ses pensées, Brunetti s'agita à l'idée qu'elle ignorait encore tout de la situation. Il regarda sa montre et vit qu'il était à peine midi passé. Il avait encore 1 heure avant qu'elle ne commence à s'inquiéter. Un médecin procéda finalement à l'électrocardiogramme. Brunetti fut ensuite transporté dans une autre salle, où ce même médecin étala un gel froid sur son torse pour un scanner et l'invita à regarder l'écran avec lui, mais Brunetti préféra y renoncer. Le commissaire eut la sensation que cette phase de préparation dura longtemps. Le médecin passa ensuite un instrument lisse sur sa poitrine. De temps à autre, il tapotait un écran d'ordinateur en prenant des photos depuis des angles différents, mais sans jamais prononcer le moindre mot. Finalement, il arracha une longue bande de papier d'un énorme rouleau et la lui tendit. Lorsque Brunetti eut fini d'essuyer le gel, il jeta les serviettes dans une grosse corbeille en plastique près du lit, pas plus avancé qu'au début des examens. Fut le seul commentaire du médecin lorsque Brunetti demanda si quelque chose n'allait pas. Se doutant qu'il n'obtiendrait aucune autre information, il demanda « Puis-je rentrer chez moi maintenant ?» Le médecin ne put réprimer sa surprise. « Rentrer à la maison ? » ?»« Oui. »« Ce n'est pas à moi de prendre cette décision, signore. Je ne suis pas responsable de votre cas. » Puis, regardant l'écran, il ajouta « Je pense qu'il serait plus sage que vous restiez ici encore un peu. » Avant que Brunetti ne puisse formuler la moindre remarque, ils entendirent du raffut à l'extérieur de la petite salle. Une voix de femme protestait, dominée par une autre, plus forte encore. Soudain, la porte s'ouvrit et Paola apparut. Brunetti se hissa sur un coude et tendit l'autre bras vers elle. « Paola, ne t'inquiète pas, je n'ai rien de grave, » déclara-t-il afin de calmer ses craintes et de lui assurer qu'il allait bien. Elle se précipita vers lui et il jeta un coup d'œil au médecin en quête de soutien. Paola se pencha sur Brunetti et lorsqu'elle fut sûre d'avoir capté toute son attention, elle lâcha d'une voix étranglée de colère. « Qu'est-ce que tu as encore fabriqué ?» Choqué de toute évidence par les mots de la femme, sans parler du ton qu'elle avait adopté, le médecin demanda « Qui êtes-vous, signora ?»« Je suis son épouse, dottore », spécifia Paola d'une voix qu'elle parvint à calmer. « Je vous serais vraiment gré de me laisser seule quelques minutes avec mon mari. » Brunetti observa la réaction du médecin qui pencha la tête en arrière, comme si la distance lui permettait d'avoir une meilleure vue sur ces 2 individus. Il inclina ensuite son menton d'un côté, puis de l'autre, à la manière d'un oiseau curieux. Il éteignit l'appareil et la salle se fit plus sombre, puis sortit en silence, fermant la porte tout doucement derrière lui. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » déclara Brunetti. « Quoi donc ?» demanda Paola distraitement. « Un médecin chassé de sa salle d'examen ?» Paola prit quelques profondes inspirations. Brunetti se demanda quelle forme allait revêtir sa colère. Il aurait dû insister pour le coup de fil, aurait dû se lever et trouver un téléphone en état de marche, en emprunter un, voire se servir de son insigne pour en réquisitionner un au bureau des infirmières. Mais il y avait renoncé et s'était parfaitement abandonné à la passivité que les hôpitaux se plaisent à instiller chez leurs patients. Le silence de Paola fut si long que Brunetti craignit d'y déceler les conséquences de son attitude inconsidérée. « Quitte, l'a dit ?» finit-il par demander. Paola croisa brusquement les bras et posa une main sur ses yeux. Brunetti l'appela, mais elle se détourna de lui. « Paola, parle-moi » l'enjoignit-il, s'efforçant de garder son calme.
Il ôta la couverture, balança ses jambes au bord du lit et s'assit, soudain saisi de vertige. Il s'agrippa des 2 mains au matelas, retrouva son souffle et posa ses pieds par terre, puis se leva. Paola dut l'entendre, car elle abaissa la main et le regarda. Puccetti est venu à l'université. Il s'est mis au fond de la classe où j'étais en train de donner cours, en uniforme, avec un air terrible sur le visage. Ah, le fidèle, le dévoué Puccetti, souhaitant se racheter en apportant les bonnes nouvelles à l'épouse de son supérieur. Brunetti visualisa la scène. L'officier blême, debout près de la porte, les traits empreints d'une profonde détresse. « Je suis désolé, dit-il. « J'ai cru que tu étais mort, Guido, répliqua Paola, bouleversée. J'ai cru qu'il était venu pour cela, pour me dire que tu avais été tué pendant un braquage de banque ou la prise d'otage d'un fou. Je l'ai vu et j'ai cru un instant que tu étais mort. » Elle parlait d'une voix rauque et les mots semblaient ourler de dureté, comme si elle avait crié pendant des heures. Il constata que Paola n'avait pas pleuré. Il n'y avait aucune trace de larmes sur ses joues. C'était une femme qui vivait dans son imagination, transformait immédiatement ce qu'elle voyait en histoire, inventait le destin d'un individu à partir de sa seule expression. En outre, elle croyait à la tragédie. Elle menait une vie heureuse, mais avait une vision tragique de la vie. Et que s'est-il passé ensuite ? S'enquit-il, toujours sur ses gardes. Ensuite, il a souri et a dressé son pouce pour me montrer que tout allait bien. Je ne savais toujours pas ce qui s'était passé, mais il me disait de ne pas m'inquiéter. Paola cessa de parler et respira profondément. Brunetti attendait. J'ai regardé de nouveau mes étudiants. Certains s'étaient tournés et observaient Puccetti. D'autres ont commencé à bavarder. Elle leva sa main droite en un geste qui aurait pu signifier tout et rien à la fois. Alors je leur ai dit que le cours était terminé. Brunetti fit un signe d'assentiment. Les laisser partir, ne pas feindre plus longtemps que tout allait bien, était la chose raisonnable à faire. On aurait dit qu'ils n'avaient jamais vu un policier de leur vie, affirma-t-elle d'une voix proche de son timbre habituel. Brunetti baissa les yeux et vit ses pieds nus. Où étaient passées ses chaussures ? Il eut tout à coup envie de les mettre, de plaisanter avec sa femme, ou encore de s'asseoir dans son bureau, quitte à s'y ennuyer. Après leur départ, Puccetti s'est approché et m'a dit que c'était un coup monté pour le protéger. Je n'avais aucune idée de ce qu'il me racontait, et même maintenant je ne comprends toujours pas. Brunetti s'empara de la chaise posée contre le mur et la rapporta pour Paola. Il la toucha alors, la prit par les épaules et la guida vers la chaise comme une vieille femme nécessitant de l'aide. « Dis-moi ce que tu as fabriqué, s'il te plaît. » La même requête qui avait accompagné son entrée théâtrale dans la chambre, mais énoncée de façon ô combien différente cette fois. J'étais en train d'interroger un suspect avec Puccetti. Soudain, Puccetti a perdu le contrôle. J'ai cru qu'il allait prendre le type à la gorge, alors j'ai bondi pour l'en empêcher et pour faire diversion, sans réfléchir le moins du monde, et quelques minutes plus tard, je me suis retrouvé allongé par terre avec Puccetti en train de me faire un massage cardiaque sous les yeux de Scarpa. Tu crois que Scarpa a compris ce qui s'est passé ? Dieu seul le sait, j'étais plaqué au sol par Puccetti, je n'avais pas une vision très claire de la situation. Au souvenir du comportement du lieutenant, Brunetti ajouta « Il était inquiet, mais je ne sais pas pourquoi. » Difficile d'imaginer que le lieutenant ait pu se préoccuper de lui, mais peut-être que Puccetti le savait, lui. Après tout, il avait vu le visage de Scarpa et lui avait parlé. « La prochaine étape, c'est Pata qui t'envoie des fleurs, » plaisanta Paola. « Je crois que je vais le laisser faire, » répliqua Brunetti. « Quoi ? » « Je crois que je vais exploiter les circonstances. »« Comment cela ?» demanda-t-elle, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Mon évanouissement, la maladie, la crise cardiaque, tout ce qui s'est passé. »« Ou ne s'est pas passé, » rectifia Paola. Brunetti sourit. La vie était redevenue belle.
Sa femme parvenait de nouveau à plaisanter avec lui. « Je ne supporte plus mon métier », se surprit-il à dire. « J'ai feint toute cette comédie et fini à l'hôpital tripoté de tous les côtés par des médecins uniquement pour protéger les gens avec lesquels je travaille des aléas de leur travail. » Il n'avait jamais exprimé cette pensée à haute voix, ni ne l'avait encore jamais formulée en ces termes. Il s'appuya contre le matelas, ravi d'en sentir la fermeté. Même s'il parlait à la personne en qui il avait le plus confiance, il n'avait pas envie de donner d'autres explications. Il était lassé de tout cela. « On dirait que tu veux prendre la poudre d'escampette, » conclut Paola d'un ton faussement badin. Brunetti hocha la tête. Elle le regarda de la même façon que le médecin et alla jusqu'à incliner la tête comme il l'avait fait. Il vit ses propos se refléter sur le visage de sa femme qui écarquilla les yeux avant de les baisser. Elle pinça les lèvres comme elle le faisait parfois quand elle lisait un texte difficile. Il savait d'expérience qu'il n'avait d'autre choix que de lui laisser le temps d'étudier le passage et d'attendre son épilogue. La porte de la pièce s'ouvrit, mais aucun des deux ne prit soin de se tourner vers le nouveau venu. Silence. La personne se retira et la porte se referma. Elle observa le visage de Brunetti un long moment. « En es-tu sûr ?» Puis, pour éviter tout malentendu, elle ajouta « Sûr de vouloir quitter la maison ?» Brunetti savait, au fond de son âme, que sa maison, c'était Paola. « En un sens, » admit-il, bouleversé en imaginant ce qu'elle devait ressentir à ces mots. « Cela ne signifie pas te quitter toi, ni les enfants, mais tout le reste. » Il désigna de la main la pièce où ils étaient, comme si Paola était censée y trouver une explication à tout ce qu'il lui disait. « Il y a longtemps que j'y réfléchis, » poursuivit Brunetti en découvrant la véracité de ses propos au fur et à mesure qu'il les lui révélait. « J'ai besoin de m'arrêter un moment, de ne plus penser à ce métier, de ne plus l'exercer et de ne pas me retrouver dans un hôpital parce qu'un suspect a manqué de respect à une jeune fille. » « Quelle jeune fille ?» s'enquit Paola. « Une jeune fille à qui on a donné des cachets au cours d'une soirée et qui est morte hier soir, » lui apprit-il, songeant à l'endroit où elle devait se trouver à présent, la morgue. Paola laissa s'écouler un peu de temps, comme on le fait à l'annonce de la mort d'un inconnu, puis finit par dire « Si tu devais tirer sur patte à chacune de ces insultes, il ne serait plus qu'un gruyère. » Elle sourit. Les choses s'arrangeaient et la vie de Brunetti reprenait son cours normal. « Puccetti est jeune, » expliqua-t-il. « Ça fait longtemps qu'on le considère comme une jeune et brillante recrue, Guido. Il a plus de 30 ans maintenant. » Brunetti attendit la conclusion, qui ne tarda pas. Il devrait pouvoir se contrôler. Il est armé au nom du ciel. Brunetti faillit préciser que Puccetti ne portait pas d'armes ce matin-là, mais cela aurait été inutile. L'officier avait perdu le contrôle de lui-même ou s'apprêtait à le perdre, ce qui méritait une réprimande officielle. Mais dans sa magnanimité, Brunetti avait ignoré cet état de fait. N'avait-il pas faussé la vérité en lui venant en aide ? Était-ce bien différent que de pousser du pied vers un agresseur tombé par terre une arme dont il aurait pu se servir ? Ou de déclarer que le suspect avait opposé une résistance lors de son arrestation et avait dû être maîtrisé. « Tu as raison, » reconnut Brunetti. « Je n'y avais pas pensé. Ce qui primait pour moi, c'était de l'empêcher de commettre un acte violent. Tu es son chef, Guido, pas son père. N'en ferais-tu pas autant pour éviter à un de tes étudiants de briser sa carrière ?» demanda-t-il, sachant que ce n'était pas vraiment comparable. « Probablement, » répondit-elle en se levant. Sa réponse ne changeait rien. Il l'avait fait et il le referait. Où trouverait-il un autre Puccetti ? « Et donc, demanda-t-il, nous parlions de l'éventualité de ta fuite. Tu parles de moi comme d'un enfant, répliqua-t-il avec pétulance. Pas du tout, Guido. Je t'ai observé ces derniers mois et je suis d'accord avec toi.
Il faut que tu cesses d'attendre le prochain cas épouvantable qui te tombera dessus. Pendant toutes ces années, elle n'avait jamais émis la moindre critique à l'encontre de son métier. Elle s'était toujours montrée une épouse attentive, prête à le soutenir et à l'écouter lorsqu'il lui décrivait le chaos qui se déployait sous ses yeux et les conséquences de la violence qu'il décelait à fleur de peau chez ses congénères. Elle avait toujours écouté ses rapports sur les crimes, les viols, les incendies criminels et les exactions en tout genre. Elle avait eu l'élégance de l'interroger sur son quotidien et lui avait souvent inspiré un nouveau regard sur les gens et les événements. Il se demanda, en retour, quel intérêt il avait porté au travail de Paola, qui constituait une part tout aussi importante de sa vie à elle. Il la taquinait en permanence sur sa passion pour la prose d'Henry James et s'était contenté d'en lire quelques livres. Les meurtres étaient pour les hommes les vrais et les livres pour les filles. Et maintenant qu'il ne pouvait plus supporter cette situation, c'était elle qui l'exhortait à tout lâcher. « Je viens de prendre des congés », lui rappela-t-il. « C'était il y a 2 mois et ces vacances ne t'ont pas plu. Oh, il pleuvait tout le temps », se justifia-t-il. Il se remémora comme il boudait lors des visites de Londres, Dublin et Édimbourg, se plaignant de la pluie et du café infect, sans se soucier du fait que son humeur sapait le moral de sa famille autant que les intempéries. « Nous en parlerons à ton retour à la maison. Est-ce qu'ils t'ont dit quand tu pourras sortir ?»« Non, seulement qu'il y a encore des examens à faire, » répondit-il avec légèreté. « Cela signifie-t-il qu'ils ont trouvé quelque chose ?» s'enquit Paola d'un ton tout sauf léger. La porte s'ouvrit et la dottoressa San Martini entra. « Bonjour, signora, » dit-elle calmement. « Puis-je vous demander de me laisser seule avec le patient ?» D'ordinaire, Paola aurait réagi dès la première pointe de sarcasme rôdant entre les mots, mais cette fois, elle n'en ressentit pas le besoin. Il s'agissait simplement d'une requête polie adressée à une personne polie. Elle se leva. « Bien sûr, dottoressa, » répondit-elle avant de quitter la chambre. « Pouvez-vous vous asseoir sur le lit, signor Brunetti ?» le pria-t-elle. Brunetti obéit et attendit la suite, curieux de voir quelle idée pouvait se faire un civil des risques de son métier de policier. Lorsqu'elle comprit qu'il ne soufflerait mot ou ne lui poserait aucune question, elle reprit. Vous devez avoir affaire parfois à des gens monstrueux qui ont fait des choses terribles et sont incapables de ressentir la moindre culpabilité. Avait-elle eu accès à l'enregistrement de sa conversation avec Ruggeri, se demanda-t-il abasourdi. Vous voyez inéluctablement de quoi les gens sont capables, ajouta-t-elle. J'imagine que vous en voyez les conséquences, dottore, répliqua-t-il. Oui, mais quand une jeune femme est blessée, ma responsabilité s'achève une fois que je l'ai soignée. Intéressant, songea Brunetti, qu'elle ait spontanément évoqué une femme. Je n'ai pas à écouter des types renier leurs crimes ou proclamer qu'ils avaient le droit de le commettre. Pensez-vous que cela puisse expliquer mon problème de santé ? S'informa Brunetti. Elle posa ses papiers et lui consacra toute son attention. Signor Brunetti, puis-je vous parler franchement ? Étant mon médecin, n'en avez-vous pas l'obligation ? Elle émit un petit bruit entre le grognement et le rire. Au contraire. Alors oui, je vous en prie, parlez-moi franchement. Elle désigna le dossier. À mon avis, les résultats contenus là-dedans ont bien peu à voir avec votre état de santé. Brunetti haussa les épaules et attendit qu'elle continue. Comme elle s'en abstint, il l'interrogea. Alors, quelle en est la cause ? Votre travail, votre besoin d'agir alors que vous ne pouvez pas agir. Les limites imposées à votre champ d'action font que vous ne pouvez qu'arrêter et interroger les gens que vous croyez coupables d'un crime. Vous ne pouvez rien leur faire et vous avez peu de chance de leur faire prendre conscience de la gravité des actes qu'ils ont commis. C'est pourquoi j'ai parlé de besoin, signor Brunetti. J'entends par là une obligation éthique. C'est parce que vous vous considérez comme impuissant que vous vous êtes retrouvé ici. Dans votre bouche, tout cela a l'air très simple,
déclara aimablement Brunetti. « Au vu des résultats de vos examens, c'est simple, confirma-t-elle. Voulez-vous savoir pourquoi ? » « Oui. » Elle prit le dossier, l'ouvrit et expliqua. « J'ai passé un bon moment à consulter ces résultats et je n'ai trouvé aucun signe d'attaque cardiaque ni de problème tangible au niveau du cœur. L'échographie et l'électrocardiogramme sont normaux ainsi que vos analyses sanguines. » Brunetti esquissa un bref sourire de soulagement et ferma les yeux un moment. « Vous m'en voyez bien rassuré, » dit-il, gêné de continuer à jouer au malade inquiet. « Mais votre tension est très élevée, 18-10. » Cette fois, la nervosité de Brunetti fut bien réelle. « Étant donné que les tissus de votre cœur ne sont pas endommagés, la seule cause possible dans votre cas, c'est le stress. » « Est-ce mieux ou pire, dottoressa ?» coupa Brunetti. « Ni l'un ni l'autre. » Elle lui laissa le temps d'assimiler sa réponse, puis précisa. « J'ai fait des photocopies de vos résultats. Vous pouvez les montrer à votre médecin traitant. Mon diagnostic, c'est que vous êtes en situation de risque à cause du stress et que vous devriez faire en sorte de le réduire. » « Je suis trop vieux pour changer de métier. » Elle sourit enfin. « Et trop jeune pour la retraite, oserais-je dire. Malheureusement. Cependant, et indépendamment de votre âge, je pense que ce qu'il vous faut, signor Brunetti, c'est vous éloigner un certain temps des causes de votre stress. J'ai signalé dans mon rapport que vous souffrez d'épuisement dû à votre travail, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur votre cœur. » « Cela signifie-t-il ce que j'imagine ? » demanda-t-il. « J'ai écrit une lettre vous recommandant de passer 2 semaines, voire 3, hors de votre lieu de travail et personne ne devra vous contacter pour des raisons professionnelles, seulement en cas d'urgence. » Elle le regarda droit dans les yeux et il remarqua alors que son nez penchait très légèrement vers la gauche, comme après une vieille blessure qui n'avait pas été soignée correctement. « Je répète, uniquement en cas d'urgence. Il ne faudra pas vous déranger pour des affaires courantes. » Il se risqua à dire « On dirait que vous savez de quoi vous parlez, dottoressa. » « Hélas, oui. » Elle sourit de nouveau. « Et quand puis-je rentrer chez moi ? Si votre femme vous accompagne, vous pouvez partir tout de suite. »« C'est très aimable à vous, » dit-il, en essayant de masquer son soulagement. Elle hocha la tête et précisa. « Mais c'est aussi très pragmatique de ma part. »« Pardon ? » ?»« Nous avons besoin de votre lit. » Brunetti retrouva en même temps sa femme, qui était demeurée à l'extérieur de la chambre, et ses chaussures qui traînaient dans le couloir où il était resté couché en attendant de voir un médecin. Ils sortirent bras dessus bras dessous, dans la lumière violente et sous le pic de chaleur d'un après-midi de mi-juillet. Après la fraîcheur de l'immense vestibule de l'hôpital, Brunetti eut la sensation d'avoir été enveloppé dans une couverture électrique après avoir reçu un seau d'eau bouillante sur la tête. Dans la salle d'interrogatoire où il avait feint son évanouissement, il faisait chaud, mais pas à ce point. Se tournant vers Paola, il plaisanta. « J'aurais dû réserver un billet retour pour l'ambulance. »« Pour retourner à la Questure ?» demanda-t-elle, en ouvrant son sac pour prendre ses lunettes de soleil. Comme elle ne les trouva pas tout de suite, elle se mit à l'ombre le temps de les chercher, puis elle reparut, les lunettes sur le nez. « Rentrons à la maison, » suggéra Brunetti. « C'est insupportable. » Il marcha lentement, empruntant le chemin le plus court, coupant à travers le Campo della Fava pour éviter la foule de la Calle della Bissa. Parvenus au pied du pont du Rialto, ils levèrent les yeux et furent horrifiés. C'était une fourmilière pleine de termites et de guêpes. Faisant fi de ses pensées, ils se prirent la main et commencèrent à le gravir, les yeux rivés au sol. Monter, monter et encore monter, alors que les jambes des gens descendaient dans leur direction, mais ils les ignorèrent et ne s'arrêtèrent pas. Monter, toujours et encore, jusqu'au sommet, en se frayant un chemin à travers les passants immobiles, tout en restant sourds à leurs cris d'admiration. Puis descendre,
descendre sans fin, en devenant plus redoutable encore sous l'effet de l'élan. Ils voyaient les pieds des gens montant vers eux faire un pas de leur côté à leur approche. Ils se blindaient contre leurs protestations et fonçaient tête la première. Puis ils prirent à gauche et empruntèrent le passage couvert, où ils s'arrêtèrent. Brunetti sentait son pouls battre très vite, et Paola s'appuya sur son bras, désespérée. « Je ne peux plus le supporter », gémit-elle en pressant son front contre l'épaule de Brunetti. « Je veux que Il Gazzettino publie en gros titre qu'il y a le choléra à Venise, une épidémie. » Brunetti embrassa ses cheveux. « Dois-je prier pour un tsunami ?» Il l'entendit glousser. Elle s'écarta de lui et déclara du ton le plus calme « Non, je ne veux rien qui puisse abîmer notre ville. » Le temps d'arriver devant leur porte, la chemise et la veste de Brunetti étaient trempées de sueur et Paola avait des mèches de cheveux mouillés qui lui tombaient sur le front. Ils gravirent l'escalier avec une seule idée en tête, rentrer chez eux et s'offrir au courant d'air qui balayait l'appartement d'un bout à l'autre. Une fois à l'intérieur, Brunetti ôta sa veste, persuadé d'avoir entendu un bruit de succion au fur et à mesure qu'il la décollait de sa chemise. Il alla au salon, déboutonna sa chemise et en agita les pans dans la brise. Il se tourna vers Paola, qui passait les doigts dans ses cheveux pour exposer sa nuque à ce même zéphyr. Spontanément, il se mit à réciter. La pastorella alpestra e cruda a bagnare un leggiadretto vello che Laura il vago e biondo capel chiuda. Paola laissa ses cheveux retomber sur ses épaules et lui sourit. Si tu peux voir la jeune bergère en train de laver le léger voile qui retient ses fins cheveux aussi blonds que l'or, j'espère que la chaleur brûlante du jour te remplira de frissons d'amour, récita-t-elle en complétant le poème. Est-ce que j'arriverai un jour à citer un passage que tu ne puisses pas reconnaître, génie Brunetti? Essaye avec quelqu'un de moins célèbre que Pétrarque, répondit-elle d'un ton affable. Pourquoi ne prends-tu pas ta douche le premier? C'est toi qui as passé toute la matinée à l'hôpital. Bêtement, par ma faute, répliqua-t-il, et il alla chercher des vêtements propres dans leur chambre. C'est un homme neuf qui sortit de la salle de bain, un homme resté brièvement sous un flot d'eau aussi chaude qu'il pouvait le supporter, et qui, d'un geste stoïque, tourna ensuite le robinet d'eau froide pour une durée toutefois bien plus courte encore. C'est ce même homme qui trouva son épouse affalée sur le canapé, en train de siroter un verre rempli d'un liquide pâle et au vu de la buée condensée sur le bord du verre, probablement glacée. Se félicitant à part lui de son sens de l'observation, il remarqua un second verre sur le plateau posé en face du divan. « C'est pour moi ?» Trop fatiguée ou ayant trop chaud pour répondre par un trait d'humour, Paola se contenta de hocher la tête. Il s'assit à côté d'elle et prit le verre. « Est-ce de la limonade ?» s'informa-t-il après la première gorgée, en faisant de son mieux pour ne pas avoir l'air d'un policier. « Tu n'aimes pas ? Moi, je ne me vois pas boire autre chose. »« Tu as raison, j'ai seulement été surpris. Que ce ne soit pas du vin, » fit Paola. Cette remarque le mit mal à l'aise, comme si sa femme avait insinué qu'il ne pouvait boire que des boissons alcoolisées. « Ça me va, » concéda-t-il en buvant une autre gorgée. Mais cela ne valait pas un spritz. Lorsque Paola eut terminé sa limonade, elle posa son verre et lui demanda « Eh bien ?» Brunetti réfléchit un instant. « On m'a donné 2 à 3 semaines de repos complet, » annonça-t-il finalement. « Et tu vas les prendre ? » « Oui, » répondit-il sans hésitation. « Absolument. »« Bien. C'est de cela que tu as besoin. Ne serait-ce que pour que j'arrête mes inepties. Ton comportement n'est pas inepte, Guido, pas du tout. Brusque peut-être ou impulsif, mais certainement pas inepte, nuança Paola. Brunetti se demanda si les enfants réagissaient de la même manière à son approbation, si eux aussi sentaient s'évaporer toutes leurs incertitudes ou leurs sentiments de culpabilité dès l'instant où elle les rassurait. « Je suis ravi que tu le penses, dit-il,
ne pouvant retenir ses mots maladroits. Ignorant cette réflexion, elle demanda « Que vas-tu faire de ces 2 ou 3 semaines ?» Brunetti se rendit compte qu'il n'y avait pas réfléchi. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il prendrait du temps pour lui. Il posa les pieds sur la table devant lui. « Comme ce serait agréable de boire un spritz », songea-t-il de nouveau, et il s'allongea sur le divan. « Je voudrais aller quelque part pour contempler l'eau. »« Ici, à Venise ou ailleurs ?» s'informa-t-elle, comme si sa réponse avait été la chose la plus naturelle du monde. « Ici, je voudrais aller ramer. » L'idée venait juste de germer dans son esprit, un désir aussi spontané que sa réaction face à Puccetti. « Par cette chaleur ?» s'étonna-t-elle. « C'est différent dans la lagune », spécifia Brunetti, se souvenant de ses jeunes années où il avait des muscles plus durs, une tête plus dure, et devait-il l'avouer, même si ce n'était qu'à lui-même, probablement un cœur plus dur. On ne sent pas la chaleur parce qu'il y a toujours un peu de vent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.